Bonjour et bienvenue à l'atelier. Dans cette série, on a parlé lac, on a déballé du matériel. Dans ce troisième épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer un fourreau, on va préparer les pinceaux et on va se faire une spatule. C'est parti.
une des caractéristiques de la qualité d'une laque, c'est son séchage. Et une laque, comme on l'a vu, ça sèche bien quand ça prend son temps, qu'il y a une température constante de 19 ou 20 degrés et un taux d'humidité important. Et donc, chez tous les artisans d'art japonais, il y a un meuble qui s'appelle un furo. Alors l'ancien nom, c'était muro. Muro, ça voulait dire la cave. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire humidité, température constante. Et le nom a changé dans l'ère moderne avec ofuro ou furo, qui littéralement veut dire salle de bain. Salle de bain pour la laque, ofuro urushi, salle de bain pour la laque. Et donc on va retrouver la même idée dans la dénomination japonaise. Et en fait, on va fabriquer un petit meuble dans lequel on pourra mettre à sécher notre corps de guitare à chaque étape et qui contrôlera à la fois la température et l'humidité. Pour déterminer en fait la taille de notre cave à laque, j'ai simplement vissé sur un support sur le corps de la guitare qu'on va finir. C'est juste un bout de bois sur lequel j'ai boulonné un bout de tuyau de 26 ou 27 je pense. C'est du 26. Puis j'ai acheté sur Amazon deux trucs vraiment bas de gamme qui sont des supports pour tuyaux de chauffage qui font 28. Il y en a un qui va être notre socle. Un bout de tuyau d'alu quand même relativement costaud de 26 aussi qui ira là-dedans au vissage près. Je disais donc, avant d'être grossièrement interrompu par moi-même, qui ira là-dedans. Et un coude qu'on laissera lui libre et qui permettra de tourner dans ce sens-là ou dans ce sens-là et de rentrer dedans. Et notre guitare, en fait, elle tiendra comme ça. On peut la mettre dans tous les sens. Et l'intérêt, c'est que comme elle va sécher en hauteur, c'est bon, on a de la marge en dessous. Comme elle va sécher en hauteur, suspendue dans le vide, grâce à ce petit dispo, eh bien, on ne sera pas obligé de faire une première étape le dessus, séchage, une deuxième étape le dessous, multiplié par le nombre d'étapes d'une vraie urushi traditionnelle, ça nous amènerait à Noël. Là, on va gagner en fait quasiment un jour à chaque fois, quoi. Donc là, on peut à peu près déterminer les dimensions de notre cave à laque. Contrairement au flycase que je fais pour les guitares, j'ai fait ce truc, au lieu d'utiliser des clous et de la colle, j'ai utilisé des vis, parce qu'à la limite, je vais peut-être pas m'en servir quand même tout le temps, donc je veux qu'il soit facilement démontable, voire même au besoin récupérer les planches de contreplaqué. Donc des vis, ça va bien, c'est largement suffisant.
Pour faciliter le transport, on va mettre des poignées. On boulonne des charnières sur les deux portes. Chez un maître artisan japonais, l'armoire pour le séchage de la laque, le furo, il est dans la maison ou à l'atelier attenant à la maison, c'est chauffé. Donc il fait généralement toujours 20 degrés à l'intérieur. Et puis c'est fait en bois de cèdre du Japon. Et donc en fait avec un petit aérosol, il y a simplement à humidifier les parois et puis à laisser une petite coupelle pour contrôler, avec de l'expérience, l'humidité. On n'en est pas là, fait 6 degrés dans l'atelier en hiver, en été ça va à peu près, on va être à 20, donc c'est jouable, mais en hiver c'est un peu embêtant. Et puis, question humidité, ça c'est du contreplaqué, ça va pas faire pareil, quoi. Et puis de toute façon, j'ai pas l'expérience pour contrôler, pour dire c'est 85 ou 90%. Donc je suis allé dans une animalerie au rayon collectionneur de vilains serpents. Et puis j'ai ramené quelques petites bricoles, c'est-à-dire des plaques chauffantes, un humidificateur, et puis un contrôleur avec son capteur, qui sera monté à l'extérieur et qui, lui, permet de programmer à la fois la température et l'humidité. Eh bien, on va monter ça. Ça se présente comme ça. On a une plaque de protection et en dessous, ici, on a des plaques chauffantes. On a l'arrivée de l'humidificateur. On a le capteur du contrôleur, l'humidificateur, et le contrôleur où on peut mettre une température minimale et une température maximale. Donc là il est en train de chauffer, c'est pour ça qu'il y a le petit voyant vert, puisque je lui ai mis comme température minimale 19 degrés. Il va monter petit à petit. Et on voit l'humidité qui monte, puisque avec les chiffres bleus, puisque je lui ai demandé un minimum de 85%. Et un maximum, un stop de 90%. Donc ça oscillera systématiquement entre 85 et 90%.
La chaleur prend un peu plus de temps à monter parce que j'ai mis d'assez petites plaques. Hein. C'est des plaques à 14 watts, pas cher quoi. Donc il n'y a plus qu'à attendre et on va arriver petit à petit à la plage de température qui convient pour le séchage de la laque. C'est le cas des rabots japonais, c'est le cas d'un certain nombre d'outils qui viennent de là-bas, c'est évidemment le cas des pinceaux. Les pinceaux tels que vous les avez vus dans le déballage il y a un épisode ne sont pas utilisables tels quels. Ils demandent une préparation et à nouveau l'idée générale du fabricant, comme d'ailleurs pour les rabots, c'est que chaque artisan va pouvoir comme ça customiser, personnaliser son outil. Donc on va préparer les pinceaux. Donc maintenant on va voir comment préparer pour pouvoir l'utiliser un hacké, c'est-à-dire un pinceau spécial pour la laque. Donc on l'ouvre. Déjà, il y a une chose, c'est que, évidemment, ça c'est très très dur, parce que ça a été protégé après fabrication. Alors, la première chose qu'on peut regarder, c'est un petit peu qu'est-ce que ça dit. Alors, j'ai décrypté pour vous. Ça, c'est sa largeur, c'est-à-dire qu'il fait 1 sun. 1 sun, c'est une unité de mesure traditionnelle japonaise, et ça correspond globalement à 30,3 mm. Au-dessus, on va avoir le style de fabrication. Alors vous voyez qu'ici, en fait, sous ces deux très fines plaques de bois, il y a les poils, et qui vont, on le voit ici, jusqu'au bout. Donc en fait, ça veut dire que on va pouvoir le retailler au fur et à mesure de l'utilisation. Si par exemple on avait mal nettoyé et qu'il séchait, c'est pas perdu, il suffit de recouper un bout et ainsi de suite. Et en fait, ça fait l'équivalent d'une dizaine de pinceaux, quoi. La troisième information, c'est quoi comme matière? Alors il y a 3 matières. Le très très haut de gamme, mais qui est quasiment introuvable, c'est des poils de chat. Eh oui. Le bas de gamme, c'est du crin de cheval. Et là, ça dit cheveux rouges. Alors, cheveux rouges, ça veut rien dire. Dans le cadre du pinceau, c'est une autre traduction. C'est littéralement cheveux noirs d'adolescente qui ne les aurait jamais teintés. Alors ça explique un peu la rareté de ce genre d'objet, puisque évidemment, trouver une adolescente japonaise de nos jours qui ne s'est pas déjà teinté les cheveux, faut se lever quand même de bonne heure. Mais toujours est-il que ce sont donc bien des cheveux. La première opération va consister, vous voyez que là il est déjà un petit peu biseauté, et on va un petit peu commencer par accentuer ce biseau. On va prendre un outil mieux adapté. Allez, au diable l'avarice. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici rallonger un peu la partie poil. On va prendre un réglet. Et là, en fait, on va dire, voilà, je vais couper ça.
le fait que ça a été empesé à la colle de riz fait que ça permet aussi, si on a envie, de tailler plus ou moins à la forme qu'on veut le profil des poils en fait. Voilà, l'étape numéro 1 consiste à dégager en fait une longueur suffisante de manière à avoir quelque chose qui va permettre de travailler correctement. On peut encore un petit peu allonger cette partie-là. Comme ça. On aura comme ça encore plus de finesse au niveau de la pose. L'étape numéro 2 va consister à virer cette colle en fait d'une certaine manière. Et pour ça, il nous faut un bol d'eau tiède, un marteau. Alors moi, je n'ai pas trouvé, donc j'ai pris un marteau d'électricien dont j'ai poncé complètement le bout de manière à ce qu'il soit bien rond. Et on va commencer par la pointe qu'on va tremper légèrement dans l'eau tiède. Pas jusqu'au bout, bien sûr. Et là, je m'aperçois à la couleur de ce qu'il y a sur l'enclume qu'en fait, c'est vraiment du traditionnel celui-là. Le fabricant n'a pas utilisé de la colle de riz comme je le pensais, mais de la laque. Donc, on arrête tout de suite et on met des gants. Vous voyez, ça c'est de la laque. En fait, les gouttelettes qui doivent rester doivent être claires et doivent pas être brunes, quoi. Vous voyez qu'on avance bien parce que les premières gouttelettes étaient carrément marron foncé, alors que là, on commence à avoir de la gouttelette qui est quasiment claire. Maintenant, on va pouvoir le nettoyer. Et pour le nettoyer, on utilise du shampoing, tout simplement. Du shampoing et de l'eau, puisque c'est les cheveux. Alors bon, ici, vous avez vu ma coupe, le shampoing, bon. Donc je suis allé dans une pharmacie, puis j'ai demandé un échantillon, qu'ils m'ont gentiment donné. Et donc nous avons du shampoing thé blanc et miel, avec de l'huile d'olive bio. Bon, mieux, ça va être difficile. On en met un petit peu. On trempe notre pinceau. Il nous reste une dernière opération, et ça c'est lié à la conservation du pinceau, tout simplement. Et ça va consister à le huiler. Alors théoriquement, il faut utiliser de l'huile de camélia, mais l'huile de pépin de raisin de cuisine, ou n'importe quelle huile de cuisine d'ailleurs, va très très bien marcher, hein. Le but c'est simplement de protéger. Donc on met un petit peu d'huile. Et
au fur et à mesure avec une spatule. Voilà, il restera à mettre une couche de laque pour protéger le bois. Voilà notre haquet. On pourra à la limite, avec une lame de rasoir, l'affiner si on a besoin de quelque chose de plus fin, le recouper, etc. Puisque de toute façon, je vous rappelle qu'on a de la réserve, on a tout ça de poils en plus. On voit ici, comme je l'ai montré. Donc, ça c'est pour le conserver. Avant de l'utiliser, on le nettoiera à l'essence de térébenthine. Et après utilisation, on fera l'inverse, c'est-à-dire nettoyage de la laque, puis essence de térébenthine, et on rehuilera pour à nouveau pouvoir le conserver. Et il m'en restera un deuxième à préparer, beaucoup plus mince et beaucoup plus fin en fait celui-là, sur lequel je laisserai beaucoup moins de longueur pour vraiment faire les finitions, les bords de la guitare, etc. Donc celui-là reste à faire. Pour un certain nombre d'étapes d'une finition traditionnelle à la laque, on ne va pas utiliser de pinceau, on va utiliser des spatules qui sont très souples, qui sont en cèdre du Japon. Et bien sûr, on peut acheter des spatules, j'en ai acheté quelques-unes, vous l'avez vu dans l'épisode sur l'unboxing, mais je vais aussi vous montrer comment se fabriquer une spatule avec simplement une plaquette de bois. Et on s'y met maintenant.
Alors c'est pas de la haute menuiserie, mais en matière de laque, la laque japonaise est assez chère. Et donc, vraiment pouvoir se faire des formes pour récupérer vraiment ce qu'il y a dans les bords d'un bol, c'est intéressant. Et puis il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on peut s'en faire de toutes les formes, y compris des quarts de rond, pour aller le long du quart de rond de la guitare, par exemple. Donc en fait, c'est pas de l'ébénisterie, hein, mais ça permet d'avoir comme ça tout un jeu de petites spatules. Et c'est quand même beaucoup plus joli que, surtout une fois que ce sera légèrement passé à la laque, c'est quand même beaucoup plus joli que du plastique, tout simplement. Voilà, avec ces 3 éléments, on a tout ce qu'il nous faut. On va pouvoir commencer à travailler la semaine prochaine. Bien entendu, si vous voulez voir la suite de cette finition tout à fait historique, vous vous abonnez si ce n'est pas fait, hein, ça vous aide.